Bonjour à tous et bienvenue dans Juste, le podcast qui traite de sujets où la justice au sens large a toute sa place. Dans cet épisode, je reçois Cyrielle Évrard, plus connue sous le nom de Si. Elle est autrice de bande dessinée et nous allons parler du Festival international de la BD qui se tient tous les ans à Angoulême, sauf cette année. Nous évoquerons l'industrie de la BD, l'organisation de ce festival, le Girl Code et la volonté de nouveaux modèles. Plus Juste, le nouveau podcast de Florence Porcel. Et bonjour Cyrielle. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, écoute. Super, je veux être tout en transparence avec les auditorices et je veux préciser que nous nous connaissons, puisque nous croisons régulièrement dans des festivals de bande dessinée. Tout à fait. Voilà, la dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'était à Lausanne, si j'ai bonne mémoire. À BDFil. À BDFil, exactement. Et il se trouve que je n'ai jamais mis les pieds au festival d'Angoulême. Voilà. Donc, est-ce que tu peux expliquer aux auditorices et à moi-même à quoi ressemble ce festival pour quelqu'un qui n'y est jamais allé ? En fait, à quoi ça ressemble ? Est-ce qu'il y a plein d'endroits, de lieux où aller ? Concrètement, quand on arrive, ça ressemble à quoi ? Ok, alors à la limite, je peux le faire en 2 volets parce qu'il y a le festival quand on y vient en tant que lecteur-lectrice et le festival en tant qu'auteur-autrice. C'est pas du tout la même chose. Ah, très bien, ça m'intéresse. Bon, les deux sont connexes sur le fait que tu tapes une grippe en rentrant, mais ça c'est autre chose. Ou un Covid. Voilà, l'un ou l'autre, peu importe, le truc qui se véhicule le mieux. Et donc en gros, faut savoir, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, c'est la grande messe de la bande dessinée en France. En fait, à la limite, on peut faire un parallèle, c'est le Cannes de la bande dessinée. Donc voilà, le principe, c'est que c'est censé être le festival international de la bande dessinée. C'est le milieu où il faut être, c'est là où il faut être sur le moment, etc. Tellement qu'en fait, les dates du festival d'Angoulême, en fait, c'est une terre brûlée. Il n'y a aucun autre festival qui se déroule en même temps parce que tous les auteurs et les autrices quasiment sont là. Donc ça sert à rien de faire un festival, tu n'auras personne de toute façon. Donc voilà, c'est un endroit où on peut se faire dédicacer ses livres, acheter ses livres, c'est aussi une sorte d'immense foire aux livres tant qu'on y est. Mais il y a aussi des conférences, des expositions, il peut y avoir plein de choses, des animations en tout genre. Globalement, c'est ce que vous imaginez, un énorme festival qui se passe à Angoulême, quoi. Donc voilà pour la partie lecteur, en fait. Et il est payant ce festival ? Oui, oui, oh là oui, bien sûr qu'il est payant, ce qui n'est pas le cas de l'intégralité des festivals en France, je tiens à le dire. Mais c'est pour ça que je pose la question. C'est très important. Oui, alors c'est payé à la journée. Il y a des forfaits, etc. Mais on part, je crois qu'on part sur 20 € la journée. Hein. Et si tu fais les 3 jours... Et c'est sur 3 jours ? Ouais, j'allais dire c'est sur 3 jours. C'est toujours un week-end, un vendredi, samedi, dimanche, c'est ça ? C'est ça, il y a aussi la journée des professionnels qui est le jeudi. Voilà, donc c'est pour ça. De l'autre côté, en fait, sur le volet auteur, imaginez que c'est l'enfer sur Terre. Ce point. Écoute, non, les termes sont posés. En fait, c'est génial. Là où d'un côté, c'est un peu la grande messe de la bande dessinée, pour nous, c'est un gigantesque colloque de métiers. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir que des auteurs et des autrices qui sont là. Il y a aussi les éditeurs, les éditrices, les libraires, les commerciaux, tous les membres de la chaîne du livre, ils sont là, en fait. Parce que c'est là où aussi on fait des lancements en grande pompe des prochaines collections. C'est là qu'on se rencontre, potentiellement qu'on va aller draguer d'autres éditeurs, des éditeurs vont draguer des auteurs professionnellement. Évidemment. Voilà. Oui, mais la nuance, il faut la préciser. Est importante. Donc voilà, en fait, c'est vraiment the place to be. Et c'est aussi, par exemple, là où on voit des potes qu'on n'a pas vus depuis des millénaires, si vous vous doutez bien, où forcément tout le monde converge là. Donc c'est là où tu cours dans tous les sens, tu es chronométré. Il y a aussi les journalistes, aussi, il y a les médias. C'est ça qui est très important aussi. Beaucoup de médias y vont parce qu'en fait, c'est là où il y a tous les auteurs et là, tu fais des salves d'interviews à la suite, etc. Donc moi, je sais que quand j'y suis, parfois, ma pause toilette est minutée. Ah, waouh. C'est presque ça, tu vois. Donc, ah ouais.
Vu qu'on fait des dédicaces aussi, eh bien, les dédicaces prennent aussi énormément de temps. Et il y a vraiment énormément de monde. Il faut imaginer qu'en fait, il y a ils appellent ça des bulles dans toute la ville. Et en gros, tu as la bulle qui serait plus considérée comme indé, la bulle qui est considérée plus pour les mainstream, etc. Il y a aussi un pavillon manga qui est énorme, qui s'est ouvert il y a quelques années. Donc voilà, et en fait, et puis après, il y a plein de points, il y a le off, etc., qui est un peu partout dans la ville. Donc Vraiment voilà. comme Cannes, quoi. Exactement, c'est la même chose. Est-ce que comme à Cannes, il y a des badges de différentes couleurs pour avoir des entrées plus ou moins VIP dans des endroits plus ou moins VIP? Non, il n'y a pas ça quand même à Angoulême. Non, il n'y a pas ça. Non. Peut-être qu'il doit peut-être y avoir ça. Non, il n'y a même pas ça. Non, il n'y a pas. Bon. Et puis globalement, on est moins au champagne, on est plus au cidre ou à la bière. Voilà. Très bien. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de ce festival, si tu la connais, dans les grandes lignes, hein, tu vois, et donc quelle place il occupe dans l'industrie de la BD? Bon, on a compris, c'est vraiment le rendez-vous incontournable, mais depuis combien de temps il existe? Enfin, voilà. Quoi. Alors, je vais pas vous le cacher que je suis quand même allée, quand tu m'as posé la question pour qu'on parle de ça, je suis quand même allée regarder. Oui, parce que Cyrielle a eu les questions en avance. Oui, j'ai eu les questions en avance, c'est important parce que aussi on parle de choses importantes. Donc, de ce que alors j'ai pas un doctorat en histoire du FIBD, mais je sais qu'il est là depuis 74, donc on parle quand même d'un très vieux festival. Globalement, en fait, alors il y a aussi une chose très importante auquel on va revenir après, c'est que au festival, il y a aussi et surtout des prix. Des prix qui sont donnés. Donc, il y a le Grand Prix qui sont attribués, le Grand Prix, mais il y a aussi il y a les fauves, vous avez peut-être déjà entendu parler, les fauves jeunesse, les fauves adultes. Il y a une catégorie, il y a un listing de prix. Et puis, il y en a un tout à chaque fois, il y en a un différent chaque année qui se rajoute. Donc voilà. Et il y a il y a des prix qui cristallisent plus d'énervement que d'autres, notamment le Grand Prix. Parce que c'était manifestement la fête des bougs pendant tellement d'années, pendant 50 ans. Si on tire la métaphore, c'est l'équivalent de la Palme d'Or, quoi. Voilà, exactement, c'est la même chose. C'est la même chose. Ou le Cristal à Annecy, quoi, festival d'animation, c'est la même chose. En fait, le Grand Prix, il est là pour récompenser une carrière, pas un livre. Ah oui, pas un livre, c'est une carrière. Les pauvres, c'est pour un livre, le Grand Prix. Et il faut savoir que le Grand Prix, quelque chose de très important, c'est qu'il n'est pas désigné par les lecteurs et les lectrices, il est désigné par les membres du métier. Voilà. Ok, donc c'est pas un jury qui est décidé. Ok, c'est vraiment ça se décide vachement en amont et c'est des éditeurs, c'est des éditeurs, des auteurs. Des auteurs, ok, d'accord, donc des gens du métier. Ouais. C'est ça. Bien. Et donc, il se trouve que cette année, le festival d'Angoulême n'aura pas lieu. Il aurait dû avoir lieu du 29 au 1er février 2026. Mais il a été annulé. Ça a été annoncé un peu avant Noël, quelques jours avant Noël. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé? Pourquoi il est annulé? Parce qu'il n'y a pas de pandémie. On sait qu'en 2021, il n'a pas eu lieu, ou je ne sais plus, en 2020 ou en 2021. Bref, pendant la pandémie, il n'a pas eu lieu. Mais c'est très rare. Et donc, pourquoi a-t-il été annulé cette année? Alors, en fait... On a le temps. Alors, en fait, la première réaction, c'est les gens disent il a été annulé, c'est une tempête dans un verre d'eau. En fait, globalement, les gens ne voient que les problèmes qui sont énormes, déjà qui sont largement suffisants, mais qui sont inhérents des dernières années. Il faut savoir qu'au Festival d'Angoulême, ça fait des années où il y a toujours un problème. Pourquoi ? Parce que le festival, comme on vous dit, c'est les seuls moments où il y a un plein phare sur le monde de la bande dessinée, ce qui est assez rare dans les médias traditionnels. On ne parle pas de bande dessinée ou très peu. Ou soit il y a j'ai tendance à dire qu'il y a 5 auteurs qui sont récurrents sur les médias. Oui, voilà, c'est toujours les mêmes en fait. Globalement, je parle vraiment des gros médias. Je parle par exemple des chaînes télé nationales, ce genre de choses. Par exemple, beaucoup de radios font le taf de mettre en avant plus, mais voilà. Et donc, c'est les moments où, quand on doit porter la voix, bah oui, on choisit cet endroit-là, parce que c'est là où il y a le plus d'écho médiatique. Exactement. Donc, en fait, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut se rendre compte que ce qui se passe actuellement, c'est des strates et des strates
C'est une géologie, quoi. d'histoire. C'est de la géologie. Au bout d'un moment, on trouve du pétrole, mais voilà, tu vois. Mais là, on n'a pas creusé encore assez loin. Ah là 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 là, mon Dieu. Bah, déjà, on a trouvé des trucs sales. Donc, c'est. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça. On va dire que moi, je vais pouvoir parler que de ce que j'ai vécu. Parce que Bien sûr. il y a certainement eu des coups de gueule bien avant. Mais moi, je suis arrivée dans le métier, on va dire, vers. J'ai dû faire mon premier Angoulême vers 2016 et pas en tant qu'autrice. C'était à l'époque où je bossais dans un magazine en ligne. Donc déjà là, il y avait déjà des auteurs qui tractaient en criant. Donc c'est pour te dire. Ah oui. Mais je me souviens plus parce que j'étais pas encore dans le métier. Moi, le plus grand scandale qui est arrivé, enfin le scandale qui est arrivé et que j'ai vu de mes yeux vus en tant qu'autrice, c'était à l'époque, c'était Paye ton auteur. Voilà. On peut commencer par ça à la limite, et après je vais remonter les strates au fur et à mesure que moi je connais. Ça me va. Paye ton auteur. Alors, c'est hashtag paye ton auteur. Hashtag ton paye ton auteur, qui faisait suite à plein de choses. En fait, je me souviens très bien parce qu'on en avait discuté, où on avait découvert, déjà, on n'était pas payé pour faire les rencontres, par exemple, les conférences, etc. On nous mettait ça sous le vernis de... c'est de la promotion. Puis après, c'était à l'époque du Salon du Livre Paris il y a eu un gros scandale comme ça. Et tout. Et donc, il y avait eu une espèce de... une levée de bouclier et de ras-le-bol, surtout. En fait, de notre côté, de ras-le-bol. De l'autre côté, une levée de bouclier. En disant, en fait, on veut être rémunéré pour le temps qu'on y passe. C'est un vrai temps. On exploite nos capacités, nos ressources pour faire venir des gens. De notre travail, en fait. Exactement. Et il y a des gens qui gagnent de l'argent sur le fait qu'on soit là. Et il n'est pas normal que les auteurs et les autrices ne soient pas rémunérés, alors que toutes les autres personnes touchent de l'argent sur notre présence. Exactement. Voilà. Et en plus, après, on avait découvert qu'ils avaient fait oui, puis en fait, on s'était rendu compte que des gens étaient payés, d'autres pas. Oui, c'est ça. D'autres la moitié. À la tête du client, et c'était absolument pas normal. C'est ça. Donc, il y avait eu ça. Il y avait aussi je me souviens, pardon, je suis désolée, je te coupe, mais je me souviens, il y a eu des articles dessus, c'était scandaleux. Au Salon du Livre de Paris, il y avait un budget plante verte. Oui. Il y avait un budget plante verte, mais il n'y avait pas un budget auteur. Ouais. Et ça, c'était... en fait, c'était symbolique. C'était symbolique de la manière dont on était traité. Ouais. Exactement. Donc, il y avait eu ça. Il y avait aussi toute une... en fait, il faut savoir que c'est un métier, on va le redire, c'est un métier très précaire. C'est un métier très dur. Il faut savoir que la moitié, je crois que c'est même un peu plus. Je crois que c'est 60% du métier d'artiste, des auteurs et des autrices sont sous le seuil de précarité, dont 30% sous le seuil de pauvreté. Voilà. Oui, alors juste pour faire un point administrativo-technique, c'est un statut artiste-auteur, et donc dans le statut d'artiste-auteur, il y a tout un tas de métiers qui vont de l'auteur au dessinateur, au peintre, au sculpteur, enfin voilà, c'est vraiment tous les métiers artistiques, et que nous ne sommes pas soumis au code du travail, nous sommes soumis au code de la sécurité sociale. Voilà, pardon, c'est un petit peu technique, mais c'est important à savoir. Exactement. Et il y a plein de problèmes qui fait qu'on ne relève pas du ministère du Travail. Voilà. Mais c'est un autre sujet. Ouais. Mais donc voilà, et c'est vrai qu'il y avait eu un scandale aussi avec des prélèvements de cotisation qui mettaient à mal, mais vraiment qui torpillaient long story short, on va la faire courte là-dessus, mais qui torpillaient en fait vraiment le métier et qui mettaient très à mal des gens qui étaient déjà très précaires. Donc, il y avait eu ça. Puis ensuite, les années suivantes, aucune femme au Grand Prix. Voilà. C'est ça, il me semble que c'était 2000... alors, je ne sais plus, je l'ai noté quelque part. Mais je crois que c'était en 2016. En fait, il n'y avait aucune femme nommée au Grand Prix. Et j'ai regardé la liste et je crois que j'ai vu 30 noms. Alors, plus que ça. Et moi, je m'attendais en fait à une liste de 4 ou 5 personnes, tu vois, et je me suis dit, bon, déjà, c'est pas défendable, mais là, quand j'ai vu plus de 30 noms, j'ai fait, mais what? Même plus que ça, parce que j'ai calculé, parce que avant, j'ai fait ma petite Hermione, non, pas Hermione, pas elle, non, j'ai fait je sais... oui, je sais, oui, on va en reparler plus tard, mais... ma bonne élève. Ta bonne élève, c'est bien. Et en fait, même pire que ça, avant 2019, il n'y avait que 2 femmes nominées sur 50 Grands Prix. Donc, il y a eu
un putsch qui a été fait. Alors, on n'a pas bourré les urnes ni rien, hein. C'est sur l'aspect... Il y a rien de tout est légal. Mais en gros, les autrices ont fait « Ok, c'est mort, on va donner que des noms de meufs et on fera autant de temps qu'il le faut, on le fera à chaque fois. » C'est comme ça qu'est sorti Romiko Takahashi, qui fait Ranma 1/2, notamment, parce qu'il ne fait pas que ça. Et c'est comme ça, voilà. Donc, oh là là, ça a tellement pleuré. Oh là là, Mais dans le oui. meeting. Ouin, dans tous les sens. C'est ça, alors que, oui, vous bourrez les urnes. Bah non, on utilise notre droit de vote, tout simplement. Donc, Ouais. voilà. Et il se passe ça. L'année suivante, un homme au Grand Prix revient, donc c'était Chris Ware. Ça n'enlève rien que c'est un très bon auteur, mais voilà. Bien sûr. Année encore suivante, on recommence en disant, bon là, en fait, on a le droit à 50 années, hein, on fait ce qu'on veut. On a le droit de faire ce qu'on veut aussi, on choisit, on a le droit de s'organiser en tant qu'autrice pour nominer. Et encore une fois, rien n'a été illégal. Enfin, rien n'est illégal. On a utilisé les outils à notre disposition pour faire avancer des choses et proposer des noms qui n'étaient jamais proposés, tout simplement. Exactement, et donc sort le nom de Julie Doucet. En fait, on a eu un backlash dans l'autre sens. Backlash, c'est le retour de flamme, on appelle ça dans le monde du militantisme, où pour en fait, nous faire fermer notre gueule, ils ont réussi le tour de force de faire une immense expo sur Bastien Vives. Ouais. Bastien Vives, si vous suivez un petit peu, on est vraiment... En fait, il était au cœur du scandale. Ça avait commencé depuis un petit moment. Un petit peu avant, ouais. Et Bastien Vives, c'est vraiment 2023. C'est l'expo Bastien. Alors, pour resituer, c'est un auteur de bande dessinée qui faisait partie des jeunes talents, je crois, qui avait été repéré en tant que jeune talent. Et il se trouve que cet auteur fait des bandes dessinées pornographiques, mais aussi qui sont aussi pédopornographiques. Et faire de la bande dessinée pornographique, ça n'a rien d'illégal, tout va bien. Pédopornographique, c'est un petit peu plus embêtant et même voire illégal. Donc il y a eu un gros scandale fin 2022, début 2023 sur ce choix du Festival d'Angoulême de mettre en avant Bastien Vives, parce que quand il y a une expo sur un auteur, c'est vraiment un choix délibéré de le mettre en avant un choix éditorial fort, quoi. Oui, parce qu'en plus, c'est pas des petites expos. Hein. Angoulême, on parle vraiment... ils y vont avec tambour et fanfare. Hein. Quand il y a des expos, c'est... Voilà. Il y a la médiatisation qui va, avec. Les conférences, les rencontres qui vont avec. Un auteur qui est mis en avant. Voilà. Exactement. Donc, voilà. On était pas ravis. Vous voyez 6 ans après MeToo, en plus. Enfin, je veux dire, voilà. Et à savoir qu'on va quand même pas se le cacher, le MeToo BD, on a raté le coche. Moi, je le dis clair et net, on a raté le coche. Les agresseurs sont toujours là, voilà. Et voilà. Mais après, c'est pas grave, vous inquiétez pas, les agresseurs, on viendra vous chercher. Ce n'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps. Mais donc voilà. Et donc, on arrive à ça. Et on arrive sur les 2 dernières années, là, qui sont les plus connues, parce que les plus médiatisées, parce qu'il est les plus proches aussi. Oui. C'est le double... En fait, il y a 2 scandales en un. D'un côté, il y a... toujours... il y a d'un côté, en fait, une... Alors, elle était salariée, donc une salariée de la société de production qui produit le Festival d'Angoulême, qui s'appelle 9e Art Plus. Il faut savoir que le Festival d'Angoulême, c'est une association et une société de production. En fait, qui l'organise. Donc, 9e Art Plus, le Festival d'Angoulême n'appartient pas à 9e Art Plus. C'est une entité, mais globalement, ça marche main dans la main. Donc, à l'heure actuelle, c'est... comme on le verra, quand il n'y a plus 9e Art Plus, il n'y a plus de festival. Mais bon, donc voilà. Donc, en fait, il y a eu des VSS faites sur cette salariée qui était sous pseudo à l'époque, qui était sous le pseudo Chloé, qui maintenant est passée sur son vrai nom qui s'appelle Elite. Oui.
Et elle a fait d'ailleurs toute une salve de vidéos pour expliquer de première main tout son témoignage. D'ailleurs, force à elle, vraiment, et tout. Oui. Évidemment, soutien à Élise. Hein. C'est un soutien conditionnel. On te croit, bien entendu. Exactement. Et bon courage pour la procédure judiciaire. Ouais, voilà, c'est ça. Et à la suite de ça, en fait, elle a subi une agression sexuelle de la part... Alors, c'était pas d'un salarié, c'était un prestataire, mais peu importe. À l'arrivée, en fait, quand elle l'a dénoncé, elle s'est fait virer. Voilà. En fait, elle dit avoir été violée donc pendant l'édition 2024. Elle en a parlé au directeur de 9e art plus, qui l'a licenciée 3 mois plus tard pour faute grave. Oui. Voilà, et donc elle a porté plainte, il y a une instruction qui est en cours, enfin il y a une enquête en cours, voilà, mais c'est elle qui a été licenciée pour faute grave. Et ça s'est su à l'édition 2025, et ça a commencé à faire un peu de bruit à faire beaucoup de bruit en fait en 2025. C'est ça. Et donc il y a ce volet-là, et l'autre volet, c'est la direction hyper sombre en fait du festival, de cette fameuse entité 9e art plus, qui clairement n'écoute pas les auteurs depuis des années, prend des sponsors absolument dégueulasses, genre Quick. Voilà, ouais, genre, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Mais d'ailleurs, au passage, d'ailleurs, fait rentrer l'IA aussi au passage. Enfin, bref, bon. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais bien bon, vaste. Voilà. Donc, en fait, et voilà, et surtout, est extrêmement... on a des sons de cloche, vous pouvez regarder, plus tu creuses, plus c'est sale, c'est ce qu'on disait, sur la gestion. Donc, en fait, la demande a été des auteurs en disant, ça suffit. En fait, là, ce qui se passe, déjà, c'est absolument scandaleux pour le premier volet. Sur le volet administratif, c'est aussi hyper deep. Il y a des conflits d'intérêts énormes qui rentrent dedans, etc. Donc, il y a eu une demande générale de faire un appel à projet pour, en fait, changer, tout simplement. Oui, en fait, pour que quelqu'un d'autre que 9e art plus organise le festival. Bien évidemment, ils ont fait ce qu'on appelle... on va dire je pense, comme ça on ne viendra pas me chercher. Mais en fait, quand tu fais un appel à projet avec des cases qui sont tellement serrées qu'il n'y a que quelqu'un qui peut répondre à cet appel à projet, ce n'est pas un appel à projet. Voilà. Et donc, quand on nous a dit oui, en fait, c'est bon, on a rempli l'appel à projet, qui c'est qui va le faire? 9e art plus. Quel suspense! C'est ça, et donc là, ça a été... l'injustice de trop, en fait. Voilà, c'est ça, et ça a mis le feu aux poudres, et en fait, bien évidemment, là, on fait très large, parce qu'il y a plein de chemins de traverse qui se rajoutent là-dessus, mais donc voilà, là, ça a mené où il y a eu un boycott général. Alors, je vais quand même le dire, des autrices. Oui. Parce que... Non, mais c'est important à préciser. Et d'ailleurs, ça a été renommé le Girl Cut. Hein. C'est ça. Ça n'est pas pour rien. Et c'est ça, des autrices qui ont dit, en fait, on n'y va plus. Là, on n'y va pas. C'est pas possible. Parce que la gestion des violences sexuelles et sexistes et sexuelles n'est pas optimale, parce que les autrices ne se sentent pas en sécurité, parce que en fait il y a un soutien aussi à Élise, parce que en fait les autrices aussi sont les plus précaires parmi les artistes-auteurs. C'est souvent les autrices qui sont encore plus précaires que les auteurs, enfin pour tout un tas de raisons. En fait, vous êtes en recherche de justice et de justice sociale. Exactement, c'est ça. Et donc ça a fait... Alors, ce qui a été incroyable, c'est qu'il y a eu un effet boule de neige. C'est une vraie victoire, parce que ça a donc amené à ce qui est, en fait, il y a eu des autrices, puis après, des auteurs ont commencé à dire, ok, moi non plus, j'y vais pas, etc. Puis après, les éditeurs se sont dit, ah, mais en fait, on est en train de payer des stands, parce que les éditeurs payent. Oui. Les éditeurs payent extrêmement cher pour avoir des stands. À Angoulême. Oui, alors on rappelle, les lecteurs et les lectrices payent l'entrée, les éditeuristes payent les stands, mais les autoristes ne sont pas payés. Exactement. Donc où va l'argent? À savoir que pour les expos à Angoulême, les éditeurs payent aussi une partie. Ah waouh! Ah ça j'ignorais. Oui, et une grosse partie. Non mais c'est... Mais où va l'argent? Enfin, et si en plus il y a des sponsors et tout, et il y a des subventions.
des subventions publiques qui vont dedans. Donc, là, les éditeurs ont fait en fait, mon stand, il va être vide. Ça va être compliqué, cette histoire. Bah ouais. Donc, alors, je pense qu'il y a peut-être aussi... Alors, faut quand même pas oublier qu'il y a du business et tout. Peut-être qu'il y a aussi... Bien sûr, c'est une industrie. Il y a des toutes petites maisons d'édition qui savent que, en fait, s'ils y vont, là, ça va être l'enfer sur Terre. Parce qu'on parle des grosses maisons d'édition, mais il y a aussi des toutes petites maisons d'édition très tenues parfois par des auteurs qui y vont aussi. Oui, parce qu'on parle d'éditeurs et d'éditrices, mais en fait, il y a des énormes maisons comme Glénat, comme Delcourt, comme voilà, mais il y a des toutes petites structures qui n'ont pas forcément les moyens, en fait. Et pour qui, payer un stand, c'est un gros effort financier. Ah oui, exactement. Et donc, ça a amené à, là, au point de non-retour, en fait, où si tout le monde s'enlève là-dessus, en fait, le festival ne peut pas être maintenu. Voilà. Et là, on se rend compte qu'un festival de bande dessinée, s'il n'y a pas d'autoristes de bande dessinée, il n'y a pas de festival. Il n'y a pas d'industrie du livre. S'il n'y a pas d'autoristes. C'est fou, hein? Et je crois que l'industrie a compris ça il y a 3 semaines. Littéralement. Exactement. Ouais, voilà. Bravo, le Girl Code. Ouais, c'est ça. Et puis après aussi, il y a aussi d'autres, on a eu un soutien inconditionnel de beaucoup de libraires aussi. C'est hyper important, les libraires, c'est nos meilleurs potes. Hein, oui, on les a pas encore effectivement évoqués, mais les libraires sont importants. Et ça, c'est vrai que là-dessus, c'est une vraie victoire arrachée avec les dents. On va quand même pas se cacher. Oui. Alors, vous avez signé une tribune, tu as signé une tribune avec près de 300 autres autrices dans l'Humanité. C'était le 16 novembre 2025. Et effectivement, un mois plus tard, le festival annonçait l'annulation de l'édition 2026. Quoi. Donc, ça s'est fait très vite. Mais c'est quand même un énorme truc. Enfin, je veux dire, moi, je me rappelle pas, à part la grève des scénaristes, peut-être à Hollywood, tu vois, je me rappelle pas qu'il y ait eu une telle mobilisation sur des demandes de justice, parce que vraiment, c'est un podcast sur les thèmes de la justice, mais si je peux vraiment vous citer, dans la tribune, vous dites, je cite, « Nous exigeons un événement sans violence, nous exigeons des mesures justes et immédiates, construites avec nous, nous refusons d'être sacrifiés au nom de l'image, de la rentabilité ou du mythe de la vocation, nous agissons pour que les violences systémiques et les VHSS, donc violences et harcèlement sexiste et sexuel, cessent ». Fin de citation. Donc, vous demandez vraiment de la justice et de la justice sociale, c'est-à-dire arrêter d'être sacrifié. C'est un mot super fort quand même. Pourquoi est-ce que les autrices, essentiellement là, ont l'impression d'être sacrifiées ? Parce qu'en fait, dans cette industrie qui est à l'image en fait de notre société, c'est que en fait, on ne dénote pas, hein, on est moins payé. Voilà, c'est aussi simple que ça. On est moins payé, on fait partie, on a moins de prix. Et puis, alors là, en plus, je parle pas, mais c'est même si tu as un enfant. Alors là, ça rentre. Alors là, moi aussi. Là. Et puis, il y a plein de questions qui se posent. Par exemple, quand dans ce manifeste, il y a aussi le fait qu'on n'est pas protégé. Souvenez-vous, on a dit qu'on ne relève pas du droit du travail. C'est pour ça que je l'ai précisé. On n'est pas protégé. C'est ça veut dire que ça rentre. Imaginons qu'il y a une agression. On ne rentre pas. En fait, on n'est pas salarié. Donc, imaginons qu'un éditeur fasse une agression sur une autrice. Ce n'est pas les prud'hommes. Non, c'est pas les prud'hommes, c'est Demerden Zizich. Tu es toute seule, ma grande. C'est ça. Ça passe dans les tribunaux publics. Je sais pas comment on peut dire, comment on dit pas public. Oui, la justice qui est pas prud'homale, quoi. La justice pénale. C'est la justice pénale. Donc, en fait, on n'est pas protégé. Il faut savoir que, en fait, on a quand même des conditions bien particulières en tant qu'autrice quand on va en dédicace, en festival, où nous avons des chambres. En fait, il y a des chambres d'hôtel avec parfois des soirées avec. Souvenez-vous, nous sommes en France. L'alcool. L'alcool est un très gros sujet. Oui. Oui. Voilà. Et en fait, il y a vraiment un espèce de terreau propice à ça. Et puis, bien évidemment, ce qu'on dit aussi, c'est que quand on dénonce, on ne les écoute pas. On nous nie, on dit qu'on ment. Et on licencie. Et on licencie. Grave. Et puis, quand il y a des histoires, ça, je ne pourrais pas dire de nom, bien évidemment, parce que ce n'est pas sorti, c'est aux victimes, si elles le souhaitent. Bien sûr, tout. Pas d'injonction. Mais pour avoir eu des sons de cloche, en fait, quand il y a eu des agressions,
des personnes qui disparaissent des tables à dédicaces pour ne pas être avec leurs agresseurs, c'est Ce sont les les autrices. victimes. Ce sont les victimes, oui. Alors, il y a des victimes hommes, hein, bien sûr, on les Bien oublie sûr. pas. Mais effectivement, ce sont les victimes qui disparaissent. Ce Ouais. ne sont jamais aux agresseurs de On a s'éclipser. déjà entendu, ah, on a préféré pas te convier parce qu'il y a machin qui est là. Oui, parce que ça ne va pas forcément des autrices en plus, enfin, ou des victimes. Parfois, les victimes aimeraient, mais juste, on les empêche. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que quand on explique, maintenant qu'on a expliqué tout un déroulé, alors c'est une toute petite partie, c'est la partie, on va dire 2019 jusqu'à 2025, enfin 2026 en l'occurrence jusqu'à maintenant. En fait, quand on dit oui, bah, il s'est juste passé ça, alors qu'en fait, ça a entassé des tas de bois. Depuis un bon bout de temps, le feu de joie, en fait, il y a juste l'allumette qui a été grattée. Hein. Mais s'il n'y avait pas eu de tas de bois, ça n'aurait pas flambé comme ça, en fait. Bah non. C'est vraiment un cri du cœur et un ras-le-bol, en fait. Et l'affaire Bastien Vivès, est-ce que tu étais à Angoulême cette année-là et comment tu l'as vécu, toi, de l'intérieur? Alors, cette année-là, oui, j'étais à Angoulême. En fait, ce que j'ai vécu, c'est qu'il y avait un schisme entre les anciennes générations et les nouvelles générations. Ah, c'est vraiment en termes de génération? Il y avait pas, c'était vraiment radical à ce point-là, en termes d'âge? En fait, c'est plutôt, il y avait vraiment les partisans, je trouvais, alors après ça s'est tassé au fur et à mesure, comme toujours quand on est dans l'épicentre. En fait, il faut le temps, il y a des gens qu'il faut qu'ils prennent du temps pour comprendre, écouter. Bien sûr. La première réaction, souvent, c'est « Oh !» Tu vois, c'est ça. Alors que c'est toujours une erreur de réagir comme ça. Oui, dans un sens comme dans l'autre. Exactement. Mais en fait, j'avais vraiment ce truc-là où j'avais une ancienne génération qui hurlait sur le fait qu'on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dessiner, on ne peut plus rien dessiner, mais forcément, parce que en fait, ça nécessite d'avoir un regard sur son propre travail en disant, putain, si ça, c'est répréhensible, parce qu'en fait, on parle de Bastien Vivès avec tout le côté, tout le volet pédopornographie, mais il y a aussi la misogynie. Oui, bien sûr, parce que Bastien Vivès, il s'est aussi illustré dans des propos absolument violents contre une autre autrice de BD, Emma, pour ne pas la citer. Je crois qu'il a proféré des menaces de mort, je crois. Oui, et puis il a aussi sorti une BD. Ah oui, il a sorti une BD à charge contre elle. Oui, là, ça tient limite du harcèlement. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait caractériser ça, mais oui, c'est extrêmement violent en tout cas. Donc enfin là-dessus, voilà. Donc d'un côté, il y a ça, de l'autre côté, en fait, nous, il y a toute une nouvelle garde de la bande dessinée qui dit non mais ça, en fait, c'est pas possible. En fait, c'est stop et tout. Donc vraiment, moi, j'ai ressenti à ce moment-là dans le festival des espèces de deux mondes qui n'arrivent même pas à dialoguer. Vraiment. C'était ma question d'après. Est-ce que vous avez essayé d'échanger, de dialoguer et de vous entendre ou de vous comprendre mutuellement? Même si à la fin, les gens restent sur leur position éventuellement, mais y a-t-il eu un dialogue? En fait, il y avait des tables rondes et des rencontres qui étaient faites, notamment au off. Le off, c'est vraiment à l'époque, feu. C'était vraiment, c'était un peu l'épicentre de vraiment l'indé, de la bande dessinée indé militante et tout. Donc il y avait, mais c'est tout le truc, c'est que d'un côté, en fait, il y avait d'un côté l'organisation aussi, qui avait créé. Donc comment tu peux créer des tables rondes qui mettent en question ça si on te donne pas en fait l'infrastructure, alors que l'organisation a fait des expos, une expo complète sur Bastien Vivès. Donc en fait, genre, c'était même pas le lieu où on pouvait avoir une discussion sur le sujet. Vraiment. Et dans les soirées ou dans les couloirs. Dans les soirées. Dans les soirées, si on en discutait, etc. C'était sûr et certain. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient juste pas quoi en penser, et c'est aussi compréhensible en fait de dire, moi j'entends parfaitement des gens qui disent écoute, il faut que je réfléchisse sur le sujet.
Mais tu bien sûr, vois. mais évidemment, mais c'est plutôt sain comme réaction, Ouais. bien entendu. Alors, juste pour rappeler, alors il y a eu des plaintes qui ont été déposées contre Bastien Vivès en 2022 et en 2024. Il y a eu un procès le 27 mai 2025 au tribunal judiciaire de Nanterre pour, je cite, fixation et diffusion d'images à caractère pornographique dans 2 de ses albums. Et ses éditeurs aussi ont été visés par des plaintes et ont été jugés ce jour-là pour diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique. Alors, ça n'a pas duré longtemps le procès puisque le tribunal il s'est déclaré incompétent parce qu'en fait, Ok. il a dit que rien n'indique que les faits se sont produits dans les Hauts-de-Seine. Donc, et dans la justice, il y a vraiment ce truc de où se sont produits les faits et si les juges ne savent pas où, ben ils peuvent pas juger. En gros, c'est ça. Hmm. Donc, il n'y a pas eu de procès. Donc, Bastien Vivès ni les éditeurs n'ont été jugés. Donc, bah voilà, statu quo quoi. Hmm. Bon, On bah. saura jamais si c'est possible de dessiner de la pédopornographie ou pas. Ou pas. Voilà. Mais moi, ça m'aurait intéressé ce débat parce que je suis contre la censure, parce que si Hmm. l'extrême droite passe, par exemple, bah, en fait, il peut censurer n'importe quoi. Et on sait très bien que voilà, les femmes, les personnes Oui, LGBT, on sait qui va sauter en premier. on sait qui va sauter en premier. Donc je suis pas pour la censure. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait enfin, vraiment des dessins pédopornographiques qui moi me heurtent au plus haut point. Hmm. Je trouve que c'est pas possible de faire des dessins pareils en fait. Donc ce débat m'aurait vraiment intéressé. Ouais. Et là, c'est pareil, je serais juge, franchement, je saurais pas quoi faire. Et c'est vraiment, je suis vraiment déçue pour ça qu'il n'y ait pas eu ce procès, parce que je pense qu'on a besoin de ce débat-là, et Hmm. qu'on aurait eu besoin d'une décision de justice Ouais, il fallait une enfin, voilà jurisprudence quoi. sur ce Exactement. genre de sujet. Ouais. Oui, 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 oui. Alors après, on peut publier avec des tas de précautions, on peut encadrer, etc., ou censurer, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je suis assez déçue que le procès n'ait pas eu lieu. Pas parce que Hmm. je voulais absolument que Bastien Vivès soit condamné, mais parce que je voulais savoir comment, en tant que société, on se Comment positionnait par on y rapport à ça, réfléchit quoi. sur ce sujet, ouais. Et donc, je comprends en fait que les gens sachent pas et qui te disent, bah, j'ai besoin de réfléchir. Ouais, mais ça c'est toujours une bonne réaction, hein, de dire de pas vouloir à chaud. Mais Mm. après, c'est tout le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on veut de toi une position Mm. ferme et non nuancée, surtout, Oui. surtout et Et à finalement chaud. tu sais pas, et à chaud. Et puis c'est Sans le que tu aies ouais, meilleur moyen de dire des réfléchi. conneries quoi, au Ah bah ça kilomètre. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est Ouais. sûr. Donc vous en avez quand même un peu discuté. Euh, Ok, mais finalement, pour revenir sur tout ce qui s'est passé, c'est quand même une accumulation Ah oui, d'injustices. Enfin, bien depuis sûr. 10 ans, depuis 50 ans, en fait, que ce festival existe. Donc, en fait, pour toi, c'est quoi l'avenir du festival international de la BD d'Angoulême, quoi? C'est vraiment une organisation qui prenne en compte la parole des autoristes, qui les paye, qui les traite bien. Parce que il me semble avoir lu, je crois que c'était sur le post de Myrion Mal sur Instagram, que c'était pas le festival qui payait l'hôtel et les repas. Non, Non, mais non, c'est les éditeurs qui prennent en charge. non, mais ça, c'est scandaleux. Enfin, moi, je vais dans beaucoup de festivals, c'est toujours l'organisation du festival qui prend en charge ça. Et encore une fois, enfin, la question, c'est où va l'argent? Bah, l'argent, alors techniquement, l'argent, il y a des bilans. L'argent est fléché, etc. Après, est-ce qu'il est fléché à l'endroit pour les auteurs? Non. Non, très clairement. Et encore une fois, Voilà, sans auteur, pas de festival. La preuve. voilà, c'est ça. Après, quand il y a des rencontres, etc., par exemple, je sais que, en fait, j'avais fait une rencontre et moi, j'avais été payée par la Cité de la bande dessinée, parce qu'il y a la Ah Cité de oui. la bande dessinée qui est là, ce genre de choses. Mais juste pour revenir juste sur ce que tu disais au tout début, tu disais que c'est une accumulation. Mais en fait, il y a une accumulation ciblée sur le festival, Mhm, le festival en lui-même a fait de la merde au kilomètre. Et il mhm, y a aussi une accumulation d'un ras-le-bol général. mhm, euh, et comme on le disait, c'est le FIBD qui polarise ça, parce que mhm. c'est les moments où on se retrouve, où on peut organiser des choses, aussi des opérations coup de poing, etc. Et quand tu Donc, dis ras-le-bol général, c'est ras-le-bol général sur quel sujet? sur un panel entier. Il y a bien sûr tout le volet social, le volet Mhm, VSS, en fait, la non-protection, la précarisation, il y a aussi tout l'angoisse générale mhm, aussi sur euh, ce que le gouvernement fait avec la culture. Enfin, il y a vraiment genre ouais. la démobilisation de la culture
au niveau des régionales, etc. Ce qui s'est passé avec le Centre Val-de-Loire, où ils ont retiré les budgets, ils ont dit cassez-vous. Et c'est pas que nous. Hein. Là, je parle de la bande dessinée, mais c'est aussi dans la musique, etc. Hein, bien évidemment. Oui, c'est juste pour refaire un point. Effectivement, depuis que Rachida Dati est au ministère de la Culture, tous les budgets sont coupés. Bon, puis on a un budget global en France qui ne concerne pas que la culture, Exactement. qui est très, très compliqué. Il faut faire des économies partout. Et malheureusement, c'est souvent les budgets de la culture qui sautent en premier. Et effectivement, tout le monde est impacté. Bien sûr. Et donc, les artistes auteurs, ceux qui dépendent du ministère de la Culture, je crois, oui, c'est ça, oui. Sont les premiers touchés. Et alors qu'on est les plus précaires. Donc, exactement. Donc voilà, effectivement. Et après, pour répondre à ta question sur quid de l'avenir de ce festival, moi j'aurais tendance, en fait, j'avais fait des posts sur Blue Sky en disant, mais qu'on arrête que le FIBD soit notre grande messe. En fait, c'est nous qui faisons que les gens viennent. Et en fait, à nous de choisir où est-ce qu'on veut que les gens nous retrouvent. En fait, choisissons les rendez-vous. Et en fait, c'est pour ça aussi que j'avais fait une liste complète en disant, mais en fait, ce pays est un fleuron en termes de propositions de manifestations, en termes de bande dessinée. Alors, au sens large, pour le livre aussi, au sens large, mais en bande dessinée, c'est incroyable. On a des festivals incroyables. Alors, bien sûr, tout le monde dit des aussi gros festivals, il n'y a pas. Mais si, il y a des festivals incroyables, genre, pour citer Quai des Bulles, les rendez-vous BD d'Amiens, il y en a plein. Alors, pour plus de l'indé, il y a BD Coulonnier, il y en a plein. Et des plus petits. Et en plus, quand il y a des plus petits festivals et que tu as des auteurs, en fait, tu vas pas avoir un auteur qui est au bout de sa vie sur une table à dédicace. À faire 8 heures de dédicace, qui est rincé. C'est ça, qui est rincé. Qui arrive plus à sourire. Exactement. Moi, sincèrement, si vous voulez me voir au top de ma forme... Pas au Angoulême. Pas au Angoulême. Alors là, vraiment. Ou en plus, tu t'entends pas, etc. Tu n'as aucun moment privilégié. Donc, tu vois, genre, il y a en plus, au-delà de ça, même de la dédicace, il y a vraiment... moi, je sais que les rendez-vous BD d'Amiens, ils ont fait une rétrospective sur notre dernière BD avec Marie Dubuisson. En fait, ils ont un hangar de la SNCF. Donc, ils ont reconstruit des scènes de la bande dessinée. Oh la vache. Donc, c'est incroyable, tu vois, les propositions. En fait, moi, je les adore, les rendez-vous BD d'Amiens. Genre, vraiment, la directrice Sophie Mille, je l'adore. On la remercie, on la remercie et tout. Mais parce que, en fait, ils ont un espace énorme, ils font de la scéno incroyable et tout. Puis après, il y a ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de scéno, mais par exemple, qui vont nous faire tourner dans les écoles, qui ont des vrais programmes pédagogiques, qui vont faire... En fait, il y a plein de choses qui se font, que ce soit en bande dessinée, mais aussi... En fait, parfois, tu peux avoir des festivals et BD et sciences, et BD et science-fiction, et BD et histoire, tu vois, enfin, et aussi dans le livre au sens large et tout. Il y a aussi beaucoup de salons, de foires, etc. qui existent. Donc, en fait, retrouvons-nous ailleurs. Et c'est exactement le propos des questions que tu vas dire après. Oui, mais effectivement, j'ai vu qu'il y avait plein d'initiatives et de choses qui sont organisées donc aux dates où le festival d'Angoulême aurait dû se tenir, mais qui sont dispatchées un peu partout, et pas seulement en France d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait des choses qui se passaient en Belgique, en Suisse. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui a été mis en place, et essentiellement, encore une fois, par des autrices? Ah oui, mais en plus, je trouve que c'est hyper important parce que j'ai beaucoup vu dans les médias, alors des médias qui vont chercher des auteurs pour en parler. Donc ça commence à m'agacer un peu. Parce que le traitement médiatique un peu à côté de la plaque. Après, on en parle, mais c'est juste que c'est hyper important de dire que c'est des autrices qui ont lancé ça. Et pourquoi je mets le doigt dessus, c'est parce que c'est celles qui ont le plus à perdre. Je l'ai dit depuis le début, en fait, c'est celles qui sont les moins stables sur leurs appuis et tout. Donc, et souvent, en plus que ça, c'est des jeunes autrices. Oui, c'est des jeunes autrices. Arrivées dans le métier. Donc, c'est pas forcément, tu vois, genre... Donc, enfin, moi, je suis même plus considérée, je suis plus considérée comme jeune autrice. mais tu vois, genre, vraiment, quand je vois des jeunes autrices qui sont tout fraîchement arrivées dans le métier, qui y vont et tout... vraiment, ça fait les pieds. Donc, bravo à elle. Et donc, il y avait ce truc de...
Ben, forcément, quand tu retires, je vous ai dit, le festival, il a brûlé ses dates. Donc, il n'y a pas d'autre festival. On ne peut pas faire une espèce de virage tout où on reva vers les autres festivals. Il n'y a rien qui se passe à ce moment-là. Donc, d'où le truc de dire, organisons à travers toute la France, de manière... C'est des initiatives bénévoles, je tiens à le dire, c'est hyper important. Toujours, oui, bien sûr. Des initiatives bénévoles, donc... Forcément, c'est fait vite avec que de la bonne volonté et de la force humaine. Donc, et 3 bouts de ficelle. Et 3 bouts de ficelle, donc vous attendez pas à des énormes trucs. Quoique, il y en a certaines qui arrivent par l'ingéniosité. À déplacer des montagnes, franchement. Mais oui. Et mine de rien, il y a quand même quelque chose qui va se faire à Angoulême, mais géré par la librairie Cosmopolite. Voilà, la librairie Cosmopolite est actuellement au cœur du marasme. Donc, je pense à ces libraires qui ont récupéré le bébé et qui se retrouvent à avoir énormément, ils veulent faire venir plein d'auteurs, etc. Il y a des tables rondes, des rencontres, etc. Mais donc, en fait, en soi, c'est pas Angoulême qu'on a brûlé et qu'on a retiré de la carte. Angoulême, cette pauvre ville, n'a rien demandé, tu vois. C'est le festival, c'est le 9e art plus. C'est ça. C'est ce dirigeant qui ne va pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui commencent à nous dire ah ben alors on va quand même à Angoulême. Mais Angoulême, c'est le surnom qu'on a donné, qu'on dit ah tu vas à Angoulême, mais en fait c'est au FIBD. Donc voilà, donc c'est vrai que partout, il y en a à Bordeaux, donc il y a Angoulême, il y a Lyon, il y a aussi à Lille, à Marseille. Et même des villes un peu plus petites qui sont en train de se mettre en place pour en fait créer des dédicaces, des rencontres, etc. Et à Paris aussi, à Grande Contrôle. Oui, à Paris, à Grande Contrôle. Mais c'est ça. Est-ce que tu sais par hasard s'il y a un endroit où toutes ces initiatives sont regroupées pour que les lectrices sachent où aller dans leur région ou pas ou Alors, il y a un compte Instagram. Il y a un compte Instagram qui s'appelle Girlcott. Alors, oui, je tiens à dire sur le nom, parce que je crois que c'est Sophia Aram qui a... Non, mais oui. En fait, je ne m'exprimerai pas sur Sophia Aram. Voilà, en fait, il y a vraiment un truc, quand le sage monte le soleil, l'idiot regarde le doigt. Bon, bah, Sophia... Et pas qu'elle, hein, j'ai vu une tribune dans le Figaro qui était absolument dégueulasse. Alors que Girlcott, ça date pas d'hier, ça a plus d'un siècle, ce terme. Oui, et puis boy, comme quoi ça vient pas... On s'en fout, en fait, on dit juste c'est une révolution portée par des femmes. On a utilisé, ça s'appelle un néologisme. Enfin, bref... Enfin, c'est un terme. Oui. Mais bref, on a utilisé... Bref. Bon. Et puis, comment parler de la forme pour ne pas parler du fond, quoi. C'est encore autant de temps d'antenne qui est volé à une cause juste et sur un mot qui défrise des réacs exactement. Et autres tristes cires. C'est ça. Donc voilà, et donc renseignez-vous s'il y en a dans votre coin. Il y a donc un compte Instagram où on peut retrouver toutes les informations. Et merci les jeunes autrices de porter ça, quoi. Les jeunes et aussi les grandes, et même les voix, par exemple, c'est Anouk Ricard qui est le Grand Prix, le dernier Grand Prix qui s'est passé. C'est vrai. Qui a fait un premier appel au boycott en avril. Avant votre tribune dans l'humanité. Et Anouk, bah merci aussi, quoi. Enfin, tu sais, genre, il y a même les grands noms aussi qui prennent de la place et de la voix, qui portent les voix, en fait. Ça aussi, c'est hyper important. Ouais, c'est hyper important. On parle des femmes, mais les hommes aussi, ils peuvent le faire, hein. Mais passez le micro, par contre. Passez le micro. Passer le micro, oui, c'est ça. Dites que vous boycottez et puis passez le micro. Voilà. À celles qui ont signé des tribunes et qui se sont bougées et qui se bougent toujours, effectivement. C'est ça. Donc, si on élargit le point de vue, est-ce que tout ça dit quelque chose également de la situation globale des injustices qui émaille vraiment le statut d'artiste-auteur. Et là, pour faire un petit point sur ce statut très précis, on s'est battu il y a quelques semaines au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat pour faire passer des réformes qui finalement ne sont pas passées parce que les sénateurs n'ont pas voté pour en majorité. Mais voilà, je veux dire, ça bouge beaucoup du côté des artistes-auteurs parce qu'on en a marre d'être traités de manière totalement injuste et que ça ne peut plus durer, quoi. Et donc, est-ce que c'est finalement un total hasard que le FIBD ça ait pété cette année, ou est-ce que, tu vois, je sais que corrélation n'est pas causalité, d'accord, mais est-ce qu'il y a quand même une espèce de bulle et en fait, les artistes-auteurs, il va falloir qu'on nous entende au bout d'un moment. C'est vrai que là, il y a une espèce de convergence qui amène
En fait, le sujet en question, il y a eu plein de sujets. C'est normal que vous n'ayez pas forcément suivi sur l'Assemblée nationale parce qu'il y avait 2 très gros sujets que je ne vais pas développer là parce que, mais qui se sont entremêlés, notamment le fait qu'on n'a pas le droit au chômage et qu'on demandait la continuité des revenus. On cotise une partie du chômage, mais on n'y a pas le droit. Ça rappelle des choses, non? Ça rappelle des choses, non? Donc voilà. Et c'est vrai que en fait, il y a une prise de conscience. Notamment, je trouve, par le militantisme sur les jeunes générations qui prennent le truc à bras le corps. Alors, il n'y a pas que les jeunes générations, bien évidemment, on le sait, mais en fait, je trouve qu'on se dépêtre de plus en plus de cette idée de l'artiste éthéré qui vit de sa passion, enfin, qui mange sa passion, c'est plutôt ça. Le mythe de l'artiste qui vit d'amour et d'eau fraîche. Exactement, enfin. Bon, il y a toujours des soucis, mais voilà, ça commence à avoir grâce notamment à beaucoup de vulgarisation sur les réseaux sociaux, sur les syndicats, etc. Et tu en fais beaucoup et merci de le faire. Hein. Ah ouais, moi je pense que je fais des vidéos que j'aurais aimé voir. Bah oui, non mais c'est super important. On va rappeler ton compte Instagram, c'est Yessy. Yes. Y-A-H-C-Y. Ouais, vous le trouverez comme ça. Normalement, il y a un A en plus, mais vous inquiétez pas. Ah oui, c'est vrai. Vous le trouverez là-dessus, mais après, peut-être que tu vas mettre des liens quelque part et on la Bien sûr. Mais en soi, il n'y a pas que moi. Il y a aussi, en fait, même, il n'y a pas forcément que des syndicats. Il y a aussi des organisations d'auteurs, des associations qui font aussi beaucoup de travail de vulgarisation. Donc, en fait, quand tu prends conscience de tes droits, et surtout, en fait, quand tu prends conscience de tes droits, tu captes les droits que tu n'as pas. Voilà, c'est ça en fait. Ça fait en creux, tu te dis, mais c'est-à-dire. Voilà. Et en plus, comme des personnes comme moi qui cumulent un peu les statuts, j'ai été intermittente. Et puis, bon, là en ce moment, je fais du travail salarié. Et donc, je cumule les trucs et je me dis, non, mais là, ça va pas du tout. Alors, c'est le statut d'artiste-auteur que je connais le mieux parce que je suis artiste-auteur depuis très longtemps et que enfin voilà. Mais quand tu en as d'autres, tu te dis, mais ça ne va pas du tout. Tu le savais déjà, mais. Et voilà. Je me rends compte que plus on a scène. On répète, on a l'impression de répéter 15 000 fois la même chose. Le fait que notre travail est un métier, un métier, et ça porte ses fruits. Parce que comme ça, on n'accepte pas des choses, enfin, on accepte moins. D'être payé en visibilité. Exactement. Et en fait, c'est ça qui amène à une espèce de prise de conscience générale qui, en fait, on sait que c'est l'intersectionnalité des luttes. Sur nos droits en tant que personne, en tant que professionnel, en tant que tout ça, qui amène à ce que ça pète. Mais bon, voilà, là, ça a pété de manière générale. Vraiment, feu d'artifice. Allez, c'est joli les feux d'artifice, il y a au moins ça. Tu parlais d'intersectionnalité, mais je pense que c'est intéressant aussi parce que la jeune femme qui a été victime de viol au festival d'Angoulême, c'est une personne racisée. Et c'est important à préciser aussi, parce que, oui, absolument, parce que le festival d'Angoulême, j'ai l'impression que c'est très très blanc. Ah oui, voilà. Le monde de la bande dessinée, oui. Et que c'est un problème. Oui, mais on a un vrai problème là-dessus. C'est assurément. Alors, ça tend à changer doucement. Doucement. Mais moi, je me souviens. Encore plus doucement que la féminisation, quoi. C'est vraiment, oui. Là, on n'est pas du tout sur la même échelle. Hein. Non, pas du tout. Moi, je me souviens, c'était il y a longtemps, à Lyon BD Festival, il y a longtemps. Je rentre dans la salle où c'était la salle où tous les auteurs mangeaient. Et je me rends compte que je suis une des rares femmes et la plus jeune. Wow. Et j'étais, alors bien sûr, blanche, blanc. Et tout, et c'est vrai que ça m'avait vraiment marqué cette image. Oui, et puis en fait, voilà, c'est tout le problème de l'entre-soi. Ça crée des problèmes. En plus, ça crée des problèmes socialement. Ça crée des problèmes aussi sur la production. Bien sûr. Produit, quoi. Et c'est sur les imaginaires, parce que la BD, ça fait partie des imaginaires qu'on a. Enfin, je veux dire, qui n'a pas lu Tintin dans sa jeunesse ? C'est nos imaginaires. Et donc, du coup, s'il y a que toujours les mêmes personnes qui sortent les mêmes récits et qui proposent les mêmes imaginaires, on va pas y arriver, quoi. On va pas quand ils proposent des récits d'autres, c'est avec le vernis. De personnes qui, par exemple, ne subissent pas le racisme. Et donc, les réécritures,
Ouais, ouais. Et voilà, et Ouais. l'appropriation, etc. Et Donc, ça pose des tas de ça- problèmes. Donc, Ah on oui, veut des personnes concernées pour parler de leurs histoires, de leur point de vue, de leur vision du exactement. monde. Parce qu'en fait, la vision du monde blanche, masculine, ou que blanche, enfin, ça ne va pas du tout. C'est Enfin, ça. et moi, en tant que personne blanche, j'ai envie de lire d'autres récits aussi, enfin, de m'ouvrir, de comprendre, enfin, puis tout simplement de kiffer, en fait, juste autre chose que mon propre Exactement. nombril, ce que je lis depuis 40 ans, enfin, Mm, mm, mm. globalement. Donc, Tout ouais, à ouais, fait. ça me paraissait vraiment important à, À à mentionner. signaler, ouais, à Oui. mentionner. Et juste pour finir sur cette histoire de ouais, c'est des meufs en fait qui sont qui sont bougées, qui ont signé, qui se sont levées et qui se sont cassées. Mm. Ah, et littéralement. Et Mm. voilà. Et ben moi je trouve que c'est une bonne nouvelle et que ça donne de Oui. l'espoir pour la suite parce que ben n'empêche qu'on a gagné là. Oui, ça crée un Vous avez gagné précédent. parce que moi j'ai pas fait grand chose en vrai mais Bah, chaque relais est une aide. En fait, tu vois, même par ce qu'on est en train de faire là, c'est Mhm. une aide. En fait, ce que tu es en train de faire là, ce qu'on en discute, c'est asseoir cette Oui, victoire. c'est vrai. L'ancrer, en fait. En parler, et pas juste en parler au présent, maintenant, en parler au passé, l'asseoir et dire, voilà, il y a un précédent. Oui. Et ça induit les autres, là, si vous faites de la merde, ça vous pend au nez, d'accord? Donc, Les autrices sont là, elles vont se on l'a lever, elles vont déjà se fait, on casser. peut le refaire. Ah mais alors là, et en plus Voilà. on a gagné, donc on sait que voilà, potentiellement ça va mal se passer pour vous quoi. Yes, Non non, mais c'est hyper chouette. important. Enfin franchement, c'est hyper important et bravo. On a besoin d'un peu d'espoir dans ce monde de fous et Mm. ça me paraissait important de le souligner. Yes. Les petites questions rituelles du podcast. Allons-y. Si tu pouvais faire disparaître une injustice pour toujours, ce serait laquelle et pourquoi? Une injustice. C'est large. C'est Ouais, tellement c'est pour large. ça que je t'ai donné les questions avant. Mais oui, mais bon. En fait, vu que je suis la première, je pourrais Oui, le dire sans que après les gens diront ah mais elle l'a déjà dit, etc. franchement, meilleure place la première là. Bah ouais. Bah déjà, bah juste l'injustice ultime qui est de tout de suite induire que dénoncer c'est mentir. Hmm. En fait, c'est le fondement de tout, tu vois. En plus, en ce moment, il y a énormément de choses qui pop, notamment, par exemple, ça fait écho au fait que les enfants mentent, l'affaire Ouais. Betaram. Hmm. En fait, genre, si tu pars du principe que, genre, dénoncer, c'est mentir, t'es piégé, c'est fini. Les victimes, tu les écouteras pas, t'entendras pas. Tu vois, enfin, donc, si on pouvait commencer juste par croire, écouter et analyser, Le bah, monde se déjà, porterait mieux et on le monde serait déverrouille plus un nœud. juste. Oui, oui, le monde serait plus juste et d'autant plus que quand on regarde les statistiques, notamment sur les violences sexistes et sexuelles, en fait, on a beaucoup moins de risques de se tromper en croyant la personne plutôt qu'en partant du principe qu'elle ment. Mais c'est, enfin, je veux dire, on n'est pas à 40-60, hein. On est Ouais. au pire à 90-10. Ouais, Au c'est... mieux à 95, 98. Enfin, c'est donc en fait, effectivement, parler du principe que dénoncer c'est mentir, c'est partir du principe que on risque de se tromper vraiment Mm. et de ne pas prendre en compte un problème. Surtout que les gens qui font ça, hein, ils se prennent pour des petits génies de la proba. Justement, t'as envie de dire, genre, tu sais, qui vont te sortir des statistiques sorties de leur chapeau, bah voilà, tu sors la proba et Hmm. tais-toi. Oui, c'est voilà. Toi, Tais-toi. tais-toi et laisse-moi Tais-toi, parler. tais-toi. Oh, putain. Ouais, Ouais, ben très belle injustice. Franchement, bah, qui m'aurait pas mal aidé. oui, Ouais. assurément. Alors, quel est le truc juste que tu t'accordes? C'est-à-dire, alors juste, là je fais le signe pour ceux qui ont la vidéo, mais Ouais. au son ça s'entend pas, c'est qui est éthiquement ou moralement borderline. Voilà, c'est quoi le truc juste que tu t'accordes toi dans ta vie? Dans ma consommation, ce genre de choses, Dans ce que tu veux. un Là où tu truc. dis, ah, je le fais, je sais que c'est bon, ça passe, mais tu vois, où tu es un Euh, petit peu en conflit avec toi-même. bah, les GAFAM. Ah oui. Les GAFAM, en Mm, fait, c'est ça le problème, en fait. C'est mm. que on t'a hurlé que c'est dégueulasse et tout sur Instagram, tu vois, et en même temps, j'ai pas le choix. Enfin, si, tout le monde dirait que t'as le choix. Si, j'ai le choix, mais je veux pas faire ce choix.
En fait, Mm. j'ai pas envie, du moins pas maintenant. C'est ouf parce que j'en discutais avec Marc, justement pas plus tard que ce Marc matin. Dubuisson, donc Marc Dubuisson, mon scénariste sur mes dernières BD. Qui s'appelle Anna. Et oui, Anna et l'Entremonde. Et en fait, lui, il me disait, par exemple, on parlait sur WhatsApp, et il me disait, meuf, tu veux pas passer sur Signal? J'étais genre, non, parce que j'ai la flemme et tout. Et en fait, et en même temps, ben, il me dit, bah, au moins, c'est crypté, c'est pas un milliardaire, etc. et tout. Puis lui, en fait, lui, il est en train de faire une bascule complète, c'est-à-dire qu'il quitte Gmail. Et moi, je voyais le truc et je me disais, oh là là, et en fait, c'est pragmatique. Et tu vois, et là-dessus, c'est le truc juste où je me dis, ben, c'est en inadéquation avec mon éthique. Il y a plein d'autres trucs qui sont en inadéquation avec mon éthique, tu vois, mais c'est vrai que là-dessus, c'est peut-être le cœur. Et puis surtout, on va quand même pas se le cacher, je suis deg de nourrir une certaine addiction à un GAFAM. Instagram. J'ai une certaine addiction à Instagram. Et ça me gave. Je n'ai pas de relation toxique dans ma vie amoureuse. Pourquoi j'en ai une avec Instagram? Il t'en fallait au moins une, écoute, Cyrielle. Trop de chance, ça va bien. C'est indécent au bout d'un moment. Effectivement, il faut payer un jour. C'est ça. Non, évidemment qu'il faut pas. Mais avec un peu de chance, si Trump il pète des câbles, il va nous couper tous les GAFAM. Et ben c'est exactement ça que me disait Marc, et il me disait voilà. Ça nous fait en est. Et moi je lui ai dit bah très bien, tu auras ton adresse mail et tu pourras parler à personne parce qu'on sera tous bloqués. Bon. On espère que ça n'arrivera pas, mais... Oui, mais bon, mais je trouve que c'est extrêmement pragmatique et c'était une discussion très intéressante que j'ai eue par vocaux interposés avec... sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Quel enfer. Non, mais je vois très bien. Non, mais très bonne réponse. Quand est-ce que tu t'es insurgé la dernière fois en te disant non, mais c'est juste ça, en fait. Voilà, c'est donc, en gros, ce que je veux dire, c'est quoi ton unpopular opinion du moment? Ben, c'est marrant parce que au début j'avais séché puis tu m'as rappelé en fait et tout, et c'est vrai que j'ai fait des stories sur le fait que moi j'avais aucune envie qu'on me traite de sale conne. Donc le fameux on rappelle, je veux bien que tu me le rappelles. Voilà, sale conne, c'est ce qu'avait dit Brigitte Macron à propos des militantes féministes qui avaient interrompu pendant quelques minutes le spectacle de Harry Habitant qui a été mis en cause pour viol, qui a bénéficié d'un non-lieu par la justice. Et donc, Brigitte Macron, qui était allée le voir le lendemain en coulisses, a traité ces féministes de sale conne. Voilà. Et depuis, il y a un certain nombre de féministes qui récupèrent ce terme pour se l'approprier et renverser le stigmate. Voilà. C'est ça. Et en fait, moi, j'avais été vraiment assez rapide. Enfin, j'ai été très vite en me disant... Voilà, en fait, je comprends le principe de réappropriation. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de, par exemple, de cultures qui réapproprient des termes racistes, par exemple, pour se les réapproprier et en faire un bouclier, par exemple. Voilà. Mais, ou parmi les LGBT, par exemple, le terme queer, voilà, qui était péjoratif et qui maintenant est utilisé par les personnes concernées. Voilà. Forcément, en fait, on le vide et on réintègre du positif dedans. Très bien. De là à réintégrer du positif dans le terme sale conne, et en fait, je vais quand même redonner un peu de maternité maternité dans le sens au propos, c'est-à-dire que j'ai lu des tweets de Pauline Armange qui a fait notamment le livre Moi je déteste les hommes, notamment, et là par exemple elle en a sorti plein d'autres et tout, notamment bref, c'est une super autrice. Bref, allez découvrir son travail. Je plus sois. Voilà. Et en fait, elle avait fait une série de tweets en disant mais moi je me fais insulter quotidiennement dans ma vie parce que j'ai sorti un livre avec qui s'appelle Moi les hommes je les déteste. Voilà. Et en fait, j'ai pas envie qu'on vienne m'insulter. Et en fait, genre moi ça a fait mon chemin, donc elle a posé des mots sur voilà. Et j'ai eu un cas pratique en story où une personne, un homme, qui a posté ma BD Radium Girls en disant merci, la promo, à peine dissimulée,
Mais en postant ma BD en disant une vraie BD de Salcone. Et en fait, j'ai failli le démarrer instantanément. En lui disant, mais d'où tu me parles? T'es qui, toi? Pourquoi tu m'insultes? Et en fait, je pense que ça partait d'un bon sentiment, Oui. mais c'est juste que toi, quand tu l'as vu popper comme ça, en fait, juste une insulte. Bien sûr. Et en fait, il n'y a pas de cadre ni rien, etc. Et je me suis dit, moi, j'ai pas envie de ça. Alors que si des féministes et des militantes veulent se le réapproprier et en parler, tout, moi, je vais pas. Mais moi, je veux pas qu'on me qualifie en tant que féministe de Salcone parce que je suis pas une Salcone. Je défends juste mes droits, en fait. Et j'ai pas envie d'y essayer de le vider, ce mot conne, tu sais, genre ça, le terme, c'est d'être bête, c'est d'être obtus, d'être ignorante. Enfin, tu sais, t'as vraiment tout ça. Pour le vider, ce terme, pour le vider, il faut du travail. Il faut du travail, quoi. Donc, et j'ai pas envie de mettre cette énergie à vider ce terme. Je préfère juste qu'on m'insulte pas, en fait, tout simplement. Voilà, donc pas de réappropriation pour toi. Dis-moi, sale féministe? Pas de problème. À la rigueur, ouais. Je dis, mais merci, mais bien sûr, bonjour. C'est moi, enchantée. Mais par contre, Salcone, non. Faites pas ça. Voilà. Très bien. Enfin, du moins avec moi. Le message est passé. Voilà. Merci Cyrielle pour cet échange passionnant. Le moment promo, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est le moment de dire tout partout ce que tu veux. En l'occurrence, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver, alors, l'arrobase yesi, comme pour yesai, c'est pour ça. Voilà, sur Instagram, sur Twitch, sur YouTube. Je fais des bandes dessinées qui sont très bien, comme l'a montré Florence avec la BD Radium Girls. Et pour l'audio, en fait, voilà, c'est Radium Girls qui est paru chez Glénat et qui est super, vraiment. Sur une lutte de femmes dans les années 20 aux États-Unis. Absolument, qui a fini sur le changement de loi, il me semble. Plus tard, quand le premier homme est mort. Oui, voilà, quand le premier homme est mort du radium, on a changé la loi. Mais voilà, pour rester dans le thème de la justice. Ouais. Et puis sinon, j'ai aussi en fait fait, alors pas du tout le même sujet, on est sur de la fantasy piraterie en 4 tomes qui s'appelle Anna et l'Entremonde. Voilà, toujours chez Glénat, il y a 4 tomes. Le 4e tome sort en avril. Le 8 avril prochain. Et après, c'est terminé. Voilà, donc c'est du tout public. À partir de 9-10 ans, vous pouvez y aller. Et voilà, et puis sinon, après, moi, je ne peux pas trop en parler, désolée. Mais je commence à faire des recherches sur les prochaines bandes dessinées. Génial! Oh, voilà. Trop cool! Voilà, on n'en saura pas plus. Ouais. Mais ça tease un petit peu, c'est pas si mal. Moi, j'aime bien les teasings. J'aime bien les teasings. Et merci en tout cas de nous avoir un peu éclairé sur ce qui se passe ou ce qui se passe pas, en fait. Ce qui se passe plus. Ce qui se passe plus à Angoulême cette année. Et voilà, et quand même cet espoir d'un soulèvement de femmes qui aboutit sur une victoire et sur, on espère, un festival qui sera plus juste et un monde de la BD qui sera plus juste à l'avenir. Donc merci d'avoir bataillé pour ça et d'avoir lutté pour nos droits et pour les droits des futures autrices et auteurs, parce qu'évidemment, si on a de nouveaux droits, c'est pour tout le monde. Donc merci à toi. C'est la fin de cet épisode consacré donc au Festival d'Angoulême, qui n'aura pas lieu en 2026. N'hésitez pas à mettre une note et à laisser un commentaire si vous avez aimé. Vous pouvez, moi, me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais aussi sur Substack, puisque j'ai désormais une newsletter qui s'appelle La Newsletter de Florence Porcel. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a une version gratuite, une version payante. Et il se trouve, je vous l'annonce, qu'il y aura un bonus de ce podcast dans la version payante. Donc, n'hésitez pas, pour le prix d'un gros café par mois pour les Parisiens, de 2 cafés pour les pas parisiens. Et je souhaite à tout le monde, évidemment, un monde beaucoup plus juste et avec plus de justesse et avec plus de justice. Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Juste. Juste. Abonnez-vous, likez, partagez.